autre chose qui m'anime et qui anime beaucoup de gens, c'est vraiment l'acte de construire. En fait, dans l'entreprise, et c'est assez flagrant, tous les membres de l'entreprise s'identifient au chantier construit par l'entreprise. Et que ça soit le conducteur de travaux qui s'occupe jour après jour du chantier ou le comptable, c'est son chantier. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femmes, chefs d'entreprise ou salariés, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Allez stop, découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Aujourd'hui, je pars à la rencontre de Faustine Morin-Battiston, qui est la directrice du pôle développement et innovation dans l'entreprise générale de bâtiment Léon Gross, qui est une entreprise qui a été créée en 1881. Et à la base, c'était même une petite société de maçonnerie qui, à ce jour, représente plus de 2000 collaborateurs. Alors, les informations principales de cette entreprise seront, comme d'habitude, dans les notes de l'épisode. Faustine a également une autre casquette. Elle est la directrice du pôle bas carbone. Alors, bien entendu, nous allons développer ce sujet avec elle. Mais au-delà de ses fonctions, j'ai vraiment apprécié sa vision du secteur, surtout quand on a plus de 20 ans d'expérience et que l'on est passé par le terrain, par des postes même d'audit, de direction. Du coup, nous parlerons avec son retour d'expérience de la prise de conscience environnementale et des mouvements actuels du secteur à ce sujet, mais aussi l'évolution de la féminisation et de la femme en tant que telle en entreprise. Allez, bienvenue dans cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Bonjour Faustine. Bonjour. Ravie d'échanger avec vous. Ravie également. Pour démarrer, Faustine, est-ce que vous pourriez en une phrase vous présenter, s'il vous plaît ? Donc, Faustine Morin-Battiston. Je travaille dans le bâtiment depuis un peu plus de 20 ans. Ça fait quelques années. Et j'ai travaillé 16 ans chez un major et 4 ans dans des ETI. Avant de parler de votre poste actuel et surtout des enjeux qui gravitent autour, j'ai envie de dire revenons à la source. Donc vous avez obtenu entre autres un diplôme d'ingénieur à l'ESTP, donc l'école spéciale des travaux publics du bâtiment et de l'industrie. Pourquoi en fait vous êtes-vous orienté sur, alors certes une école de référence, mais totalement dédiée à la construction. J'ai même envie de dire à partir de quand vous avez eu cette fibre pour le secteur du bâtiment ? Y a-t-il eu un élément déclencheur ? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de fibre pour le secteur du bâtiment, en tout cas pour ma part, parce que rien ni personne dans mon entourage m'a vraiment orientée vers ce secteur, au contraire d'ailleurs. Mais je veux dire que j'ai un profil qui était très très scientifique et une vraie appétence pour tout ce qui est création, réparation. Et donc, en fait, le choix de l'école d'ingénieur, une fois que j'étais rentrée dans la filière d'ingénieur, a été relativement simple et assez naturel. C'était une école qui m'a été présentée à l'époque comme très pragmatique et très appliquée. Et donc, en fait, à la sortie de la prépa, je l'ai choisi très naturellement, sans savoir vraiment totalement où je mettais les pieds. Donc, pas d'élément déclencheur. Ni de fibre familiale ou voilà. Du tout. Justement, à l'ESTP, vous êtes fortement intéressé à l'environnement. D'ailleurs, vous avez fait une recherche sur une thèse, donc sur le recyclage des cendres d'incinération issues des boues dans le génie civil. Donc voilà, je ne vais pas vous faire résumer cette thèse, mais en tout cas, quelles convictions vous ont poussé à vous orienter sur ce type de sujet, pour le coup, qui est assez important à l'heure actuelle ? Oui, ça l'était pas forcément il y a 20 ans d'ailleurs. En fait, c'était quelque chose qui a toujours été important à mes yeux. Et même avant d'entrer dans le bâtiment, en fait. C'était quelque chose qui était logique, qui était du bon sens, de rendre un petit peu ce qu'on nous a donné, de laisser les choses en place à l'état dans lequel la nature ou le monde nous les donne. Et lorsque, en fait, au bout de 2 ans à l'ESTP, lorsqu'on choisit un peu une spécialisation, j'étais donc en filière travaux publics et je souhaitais faire une dernière année à l'étranger, un double diplôme. Et donc, j'ai choisi la spécialisation de l'environnement et ça a été très naturel d'aller, après, je voulais aller en Angleterre, donc je suis allée à Newcastle faire cette recherche dans l'environnement. Et au début donc de vos expériences professionnelles, donc vous avez démarré ingénieur travaux, donc comme vous l'avez dit, chez un grand majeur en Île-de-France. Puis petit à petit, vous êtes orienté sur des postes avec une vision plus transversale, plus stratégique pour prendre des postes de direction d'établissement ou de business unit. Pourquoi du coup de vouloir passer de ce côté très opérationnel à ce côté plus stratégique ?
J'ai en effet démarré comme conducteur de travaux, donc vraiment le premier job que j'ai occupé chez Eiffage à l'époque, parce qu'on peut le dire, c'était en réhabilitation lourde. J'ai énormément appris dans ce métier, toutes les petites choses à savoir sur un chantier, etc. et les grosses choses, puisqu'en plus j'arrivais du génie civil et de l'environnement. Donc arriver dans le bâtiment, c'est arriver comme une ovni en fait dans ce secteur-là. Et c'était absolument génial. Je me suis vraiment éclatée pendant ces années. Et puis en évoluant, après presque 5 ans de conduite de travaux à différents postes, j'ai eu l'envie, le besoin d'apprendre d'autres choses, me sentir un peu plus costaud sur des sujets financiers ou stratégiques. Et donc, je suis allée faire un MBA pendant 1 an. À la sortie de ce diplôme, quand je suis allée revoir mes anciens patrons, j'avais des envies de toucher à de la direction de business units. J'étais un peu jeune à l'époque. En discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'il serait intéressant d'avoir une vision un peu plus transverse et puis plus complète, surtout dans l'entreprise. Puisque à l'époque, ce grand major, je l'avais vu de mon COSM chantier, de mon COSM Île-de-France, et que c'était intéressant d'ouvrir un petit peu mes œillères. Et donc, j'ai fait à ce moment-là 2 ans et demi d'audit interne, en allant voir beaucoup de directions régionales, des boîtes qu'on avait achetées dans toute l'Europe. Et donc, j'ai pris pas mal de recul. Pendant 2 ans et demi, c'était très intéressant et ça m'a permis de me sentir un peu plus costaud par rapport à un nouveau poste que j'envisageais de prendre. Qu'est-ce que ça apprend justement, ce côté audit et prise de recul en fait sur ce type de poste ? Ça nous ouvre l'esprit par rapport à d'autres types de management, à d'autres types de métiers, puisque dans cette société, il y avait 4 branches à l'époque. Et donc, on voit le métier, on voit les directions avec des difficultés que vous n'avez pas forcément rencontrées, des nouveaux types de projets, etc. Et en fait, ça vous montre qu'il y a autant de solutions qu'en fait que de managers. Voilà, ça ouvre beaucoup l'esprit et ça permet de s'asseoir dans un poste avec une vision beaucoup plus ouverte, on va dire plus de 360 degrés si c'est possible, d'un poste. Donc, je me suis sentie beaucoup plus armée en fait, et j'étais encore très jeune en plus, après ce passage de 2 ans et demi à voir pas mal de patrons, de voir comment ils travaillaient. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça permet, on devrait même peut-être le faire à chaque fois sur les prises de poste, en tout cas d'arriver à prendre et de ne pas le voir que par son prisme de fonction en tant que tel, mais d'avoir une vision plus transversale en fait. Et c'est très intéressant, mais ça se fait un petit peu. Alors chaque entreprise le fait à sa sauce en fonction de comment ils sont organisés, mais il y a souvent pour des jeunes chefs d'agence un espèce de parcours, alors pas du combattant, mais un parcours d'initiation, exactement. De monter en compétences. Voilà, pour voir un petit peu ce qui se passe, pour rencontrer d'autres gens qui ont inventé l'eau chaude avant vous, c'est pas la peine de la réinventer, ça permet pas mal de choses. Donc chacun le fait un petit peu à sa manière dans chaque groupe. Donc vous avez beaucoup évolué et maintenant vous êtes directrice du développement et de l'innovation chez Léon Gross. Ce qui m'intéressait aussi, c'est cette nouvelle casquette que vous aviez en plus, qui est la direction du pôle bas carbone. Alors concrètement, de ma petite fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire en fait ce pôle bas carbone ? Ah oui, on parle beaucoup de bas carbone, de carbone en général, mais dans le bâtiment, ça commence à être beaucoup plus concret. Donc chez Léon Gross, concrètement, c'est un pôle qui est relativement jeune, puisqu'il a à peine 2 ans. Il a été créé sous l'impulsion de la direction générale, qui souhaitait définir et affirmer vraiment une position en termes d'environnement, mais également en termes sociétal. Et donc, on a décidé de réunir en fait les expertises qui existaient déjà dans le groupe, dans une même entité, et ensuite d'en définir une stratégie et une ligne de conduite. Ce pôle bas carbone a été créé avec 3 étages. Le premier étage, c'est vraiment le sujet corporate, et en particulier en fait le raccrochement à notre politique RSE. Le deuxième étage, c'est les enjeux de nos clients. On travaille pour leur offrir une réponse globale, tant en termes d'émissions carbone, mais aussi d'économie circulaire ou de solutions énergétiques. Et puis le dernier étage, c'est les besoins de l'ensemble des collaborateurs de notre société, qui aujourd'hui, en face de ces nouveaux enjeux, ont besoin d'acquérir des compétences, parce que ce sont des sujets qui sont très disruptifs du métier de tous les jours. C'est vrai que moi j'ai un peu du mal à voir la concrétisation parce que on sait que l'empreinte carbone du secteur de la construction est significative pour de nombreuses raisons, parce qu'on produit des matériaux, parce qu'on va transporter les produits, parce qu'on va bien entendu et on est obligé de consommer du carburant sur les chantiers, parce qu'on a des pratiques de recyclage des fois un peu compliquées. Mais j'entends bien effectivement la stratégie, tout ce qui est mis en place, mais concrètement, en dehors de l'impulsion de l'entreprise, ça veut dire quoi en fait de travailler sur cette notion de bas carbone ? Pour moi, est-ce qu'on peut être à zéro impact ? Alors, j'avais entendu qu'il y avait des chantiers zéro carbone, mais j'ai du mal à voir comment tout ça peut se concrétiser, en fait, sur un chantier. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait ? Alors concrètement, ça démarre déjà avant le chantier. On travaille vraiment sur toute la chaîne de valeur. On travaille déjà sur la conception, parce que les premiers coups de crayon vont être importants et impactants dans le côté carbone et dans le côté énergie surtout. Concrètement, sur ce premier volet, on a élaboré des guides de conception pour que justement les premiers coups de crayon soient mis dans le bon sens et qu'on n'ait pas derrière à faire des choses absolument énormes en construction pour rattraper ce qui aurait été mal dessiné en conception.
Oui, d'avoir des incohérences en fait qui du coup ne vont pas dans le sens des objectifs de limiter l'impact sur l'environnement. Tout à fait. Après, on se rend compte que c'est beaucoup de choses de bon sens, mais qu'il faut les écrire pour pouvoir les mettre en musique au bon moment. Donc, un bon taux de soleillement, mais pas toujours sur les bonnes façades, etc. Des ombres qui sont pas prises. Il y a plein de choses. Il faut tout mettre sur un papier pour pouvoir le dessiner. Donc ça, c'est le premier grand bloc. Le second, c'est de travailler avec les nouveaux modes constructifs. Donc là, on entend parler plein de choses. Il y a des bétons bas carbone, bois beaucoup, puis des nouveaux matériaux biosourcés et un point très important qui est l'économie circulaire, puisque lorsqu'on réutilise un matériel ou un matériau qui aurait été un déchet, son poids carbone est nul. Donc c'est un très gros travail. Les matériaux de récupération vont être des vrais matériaux de demain. Donc c'est une des façons d'aller vers le zéro carbone. Et dans les nouveaux matériaux, il y a beaucoup de biosourcés donc, mais il y a également des matériaux qui nécessitent moins d'énergie pour les fabriquer. Donc les cimentiers, par exemple, travaillent pour ne pas avoir besoin d'autant d'énergie ou de l'énergie plus verte. Mais toute la chaîne de valeur des matériaux travaille en même temps pour arriver à la même chose. Donc on est sur une trajectoire zéro carbone. On a encore un peu de boulot. Oui, il y a encore un peu de boulot parce que dans la concrétisation et dans la réalité de tout ça, je présume que c'est quand même difficile quand on fait du logement collectif, etc., qu'il y a aussi une politique de coût. Comment fait-on pour arriver à tendre ça ? Donc je présume qu'en fait, c'est des petites pierres, entre guillemets, qui commencent à être posées, mais qu'on est encore quand même loin de pouvoir avoir cette ambition et cette réalisation-là sur les chantiers. Alors l'ambition, elle existe. Les industriels et le monde de la construction s'est vraiment mis en marche. Donc, je n'ai pas assez de recul pour vous dire de loin ou pas loin et qu'est-ce que ça signifie loin. Aujourd'hui, il y a des matériaux, des bétons bas carbone, des matériaux biosourcés qui ont des empreintes carbone 2, 3, 4 fois, voire 5 fois plus faibles de ce qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Qui utilisent soit en matière première des déchets qu'on remet dans la boucle, soit des matières qui arrivent de la biodiversité. Donc, on avance, mais à grands pas tout de même. Oui, on sent quand même qu'il y a une impulsion un peu générale, mais je pense que c'est pas si facile que ça, effectivement, à mettre... Non, c'est même très compliqué. C'est même très compliqué, mais ça avance vite par rapport aux 20 dernières années que je viens de vivre. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'on avançait beaucoup plus vite en 2 ans, parce que ça fait 2-3 ans qu'il y a une vraie impulsion. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, alors que ça n'avait pas vraiment beaucoup bougé les années d'avant. Je vais donner un exemple, mais... Là, c'est aussi peut-être lié à la réglementation qui évolue aussi par rapport à la RE 2020. Est-ce qu'il y a un impact par rapport à ce type de réglementation ou c'est vraiment parce qu'il y a une impulsion de tous les acteurs, en fait, plus ou moins du bâtiment, ou une prise de conscience, justement à... Alors non, c'est la réglementation. Mais voilà, on est obligé, il y a le mur qui arrive, donc on se prépare tous. Mais les maîtres d'ouvrage ou même les entreprises se sont donné des objectifs au-delà de la RE 2020. Il y a des labels qui existaient avant, le E+, C-, qui étaient des labels qui regardaient et le carbone et l'énergie. Donc on s'y est préparé, pas très vite, mais on s'y est préparé tout de même. Là, la réglementation a accéléré les choses. Donc la RE 2020, mais la RE 2020 d'aujourd'hui, elle a des seuils en carbone qui sont encore atteignables avec les matériaux qu'on connaissait. Okay. Les seuils de la RE 2020 en termes de carbone vont être de plus en plus contraignants avec les années. Et donc c'est pour ça qu'on va devoir vraiment changer nos modes constructifs. Et il n'y a pas que la RE 2020, il y a aussi le décret tertiaire, il y a la REP, donc la responsabilité élargie des producteurs. Donc on doit vraiment regarder l'ensemble de notre façon de travailler. Alors, je vais quitter un peu ce côté environnement bas carbone, même si le sujet, on pourrait, je pense, en discuter pendant quelques heures. Je vais revenir plutôt à vous et vous poser aussi un peu la question de qu'est-ce qui vous anime chaque matin par rapport aussi à cet environnement du bâtiment dans lequel quand même vous gravitez depuis un certain nombre d'années. Quels sont pour vous vos axes de motivation Alors, pas mal de choses, mais à résumer, c'est un secteur qui offre beaucoup et très vite en termes d'autonomie, de perspective et de changement de prisme. En fait, très jeune, quand on est sur chantier, on est très vite responsable de sa partie. Et puis, d'un chantier à un autre, c'est vraiment 2 métiers différents parce que pas le même management, pas le même chantier, pas le même client. Donc déjà, c'est un métier dans lequel j'aurais du mal à m'embêter et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'embêtent pas. A priori, c'est le cas, oui. C'est ça. Et puis, une autre chose qui m'anime et qui anime beaucoup de gens, c'est vraiment l'acte de construire. En fait, dans l'entreprise, et c'est assez flagrant, tous les membres de l'entreprise s'identifient au chantier construit par l'entreprise. Et que ça soit le conducteur de travaux qui s'occupe jour après jour du chantier ou le comptable, c'est son chantier. Et quand on passe avec ses enfants, ses parents, quoi que ce soit, c'est son chantier. Et donc, il y a vraiment une fierté qui arrive dès que le début, vous êtes dans l'entreprise. C'est assez intéressant. Et voilà, fierté de construire, c'est... Comme une naissance et un Exactement. Bébé qui évolue et qui grandit. Exactement, on est des artistes. Du coup, donc vous avez démarré en conduite de travaux. Alors, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, mais il y a quelques années. Concrètement, comment était perçue la venue d'une femme sur les chantiers et est-ce que vous voyez une évolution par rapport à ce sujet-là ?
Je vais peut-être vous paraître un peu en dehors de ce que vous pensiez. Je ne pense rien. J'ai commencé assez jeune sur chantier. Je suis arrivée sans me poser de questions. Et en fait, sur chantier, je n'ai jamais eu de sujet par rapport au fait d'être une femme. Sur le chantier, vous arrivez en tant que responsable de site. Et en fait, il y a un respect, une entraide très rapidement qui s'instaure avec tous les acteurs de projet. Quel que soit votre âge, votre sexe, votre taille. En fait, le premier jour, vous êtes scruté de haut en bas, mais qui que vous soyez. Peu importe, en fait, que vous soyez un homme ou une femme. Exactement. Et le second jour, en fait, vous êtes le capitaine du bateau et on y va tous ensemble. D'accord. Et sur chantier, j'ai jamais eu de questions autour de ça. En fait, c'est plutôt arrivé quand j'ai commencé à prendre des postes de direction, très bizarrement. C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il pourrait y avoir une différence. Vous sentez que ça évolue un peu au fur et à mesure des années ou pas ? Oui. Il y aura toujours des détracteurs de pas mal de choses, mais ça évolue et c'est plus bien vu, c'est plus marrant en fait de critiquer une femme. C'est plus, voilà, à l'avant c'était marrant, il y avait des blagues sur les blondes, des blagues sur les filles, des blagues sur tout ce que vous voulez. Maintenant c'est mal vu. Alors même s'il y a encore des choses qui se passent mal, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a eu beaucoup d'évolutions et tant mieux. La question que je me pose, c'est que effectivement il y a la vision des autres, mais est-ce que nous, en tant que femmes, parfois aussi, on se met quelques freins et se dire qu'on n'est pas capable d'y arriver. Quand je vois votre parcours, vous avez eu de belles promotions, vous avez aussi une idée pour passer sur certains types de postes. Du coup, je trouve que c'est intéressant aussi de se dire que voilà, en tant que femme, on peut avoir des envies aussi de prendre des postes à responsabilité, de les assumer. C'est pas toujours, des fois, on peut vouloir les faire, mais aussi avoir des fois des difficultés à les assumer en fait cette envie-là. Je sais pas si c'est quelque chose aussi que vous ressentez, peut-être aussi avec vos équipes, avec... En fait, j'ai jamais fait de plan de carrière et j'ai jamais pensé au poste d'après en étant dans le poste dans lequel j'étais. J'ai toujours essayé d'être au niveau, voire plus de celui que j'avais. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes vous diront dans le bâtiment. Il faut souvent en faire plus pour pouvoir être regardée au même niveau. Et en fait, les promotions, je les ai jamais demandées, elles sont arrivées. Donc, on a aussi, une fois qu'on a passé un moment compliqué, on est aussi en lumière parce qu'on est peu. Et quelque part, aujourd'hui, on pense aussi à nous plus qu'on aurait pensé avant. Donc, ça peut devenir un jour une façon d'être vue, d'être une femme parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc voilà, il y a tout un passage qui est compliqué et qu'il y a un autre passage qui le devient un peu moins puisque vous avez prouvé que vous étiez bien à votre place et finalement on pense à vous. Alors donc vous êtes maman, comment équilibrer en fait cette vie perso et pro ? Est-ce que ces postes de direction dans un secteur qui bouge tout le temps, qui démarre très tôt, qui finit assez tard le soir, est-ce que de concilier vie perso et vie pro, c'est assez simple ou pas ? Alors simple, non, tout de suite, c'est facile. Compliqué, je sais pas non plus, parce que moi j'ai eu mes enfants assez tard, donc j'ai eu mes enfants après avoir quitté le chantier. Où ça doit être vraiment le plus compliqué parce que sur le chantier, alors en tout cas sur les chantiers où vous êtes responsable à 100%, c'est compliqué de ne pas faire les horaires sur site. Après, sur des chantiers plus importants, aujourd'hui, il existe des mamans ou des papas d'ailleurs qui font des 80% parce que ils sont plusieurs sur site pour s'occuper du même chantier. Mais quand vous prenez des postes de direction et que vous avez un peu la main sur votre organisation, on peut envisager plein de choses. Et depuis que je suis maman et que je veux faire partie de leur vie, ça a toujours été une histoire entre mon entreprise, mon manager et moi, et mes équipes bien sûr. Mais ce que je dis souvent aux jeunes femmes qui me disent mais comment on fait pour avoir des enfants dans le bâtiment, c'est qu'en fait une boîte elle brûle pas en 2 heures. Donc si vous êtes absente entre 17h30 et 19h30, il y a plein de gens qui auront trouvé des solutions à leurs questions tout seuls. Et quand vous allez reprendre votre téléphone à 19h30, la boîte aura pas brûlé. Et en fait il faut qu'ils s'habituent à votre rythme, que vous les ayez bien sûr informés de ce rythme-là. Et après tout se déroule bien. Ouais, donc tout est une histoire de communication, de transparence et peut-être aussi de ne pas culpabiliser sur le fait qu'à un moment donné, on a une vie familiale et que on peut couper à 17h30 ou 18h pour pouvoir assumer cette vie-là. Oui, assumer et avoir envie de le faire en plus. C'est vraiment un choix. Parce qu'il y a notre sujet, c'est qu'il y a plein de mamans qui voudraient le faire et qui ne le font pas. Qui voudraient le faire et qui ne le font pas, c'est-à-dire qu'en fait, qui n'osent pas. De se dire, je pars à 17h pour être absente 2 heures et je reprendrai les mails qui sont en attente après. Parce que vraiment, c'est une communication avec votre manager, avec votre entreprise. Beaucoup d'entreprises sont ouvertes au télétravail, sont ouvertes à pas mal de choses. Et si on le fait sérieusement, c'est quand même des outils absolument géniaux pour pouvoir équilibrer une vie perso et une vie pro. Ce qui m'amène à la question suivante. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaiteraient venir dans ce milieu du bâtiment, que ce soit sur des postes très opérationnels ou de direction, ou de support en tout cas ? La réponse va pas être terrible, je suis désolée. En fait, j'aime pas trop donner de conseils. Parce que quand on donne un conseil, on le donne avec sa vie à soi et son prisme. Mais finalement, on n'assume pas les conséquences. Si j'en avais un seul à donner, ça serait pas trop se poser de questions. Si ce milieu, ce secteur plaît, il faut y aller. Et donc, s'il y a des obstacles, qu'elle les contourne. C'est pas la peine de perdre du temps avec des ânes. Voilà, on a plein d'autres choses à faire. Ils sont de moins en moins nombreux. Et donc, avançons, quoi.
Bon, et maintenant, Faustine, soyons fous, je vous propose de passer, avant de conclure, à question pour un parpaing. Alors, Faustine, vous êtes plutôt théâtre ou cinéma ? Théâtre. Tartiflette ou raclette ? Oh, c'est compliqué. Raclette. Mail ou téléphone ? Téléphone. Chaussons ou crampons ? Ah, les deux. Là. Superman ou Batman ? Ah, et bien Batman quand même. Ouais, mais là, Superman. Ou Superwoman plutôt. Mer ou piscine ? Piscine. Allez. Alors là, je me lance. Wilkinson ou Nadal ? Tennis. Ouais, Nadal. Viande ou légumes ? Ah, alors je devrais dire légumes, mais j'aime bien la viande quand même. Sociable ou solitaire ? Plutôt sociable. Et pour finir, parpaing ou sac à main ? Les deux. Eh bien, merci beaucoup, Faustine, pour cette conversation. Mais je vous en prie. J'espère que vous avez apprécié cet échange. Oui, merci beaucoup, Stéphanie. Merci encore, Faustine. Un grand merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et du coup d'apprécier la thématique générale abordée par Parpaing et Sac à main. Je le rappelle, si cette conversation et le sujet vous ont plu, alors n'hésitez pas à en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être que ça peut inspirer des jeunes ou des moins jeunes. Et là, j'avoue que ça serait vraiment le Graal. Si vous n'êtes pas abonné, c'est très très simple. Il suffit de vous rendre sur une des plateformes de diffusion, Deezer, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. Bon alors déjà, je sais qu'il y a un petit peu de monde derrière qui écoute. Alors du coup, ça m'encourage. Et puis au moins, vous êtes sûr de ne pas rater le prochain épisode. Pour info, les épisodes sont diffusés à 7h du mat les 2e et 4e jeudis du mois. Bon, mais après, clairement, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. Vous avez en tête une personne qui correspond tout à fait au thème et aux valeurs Parpaing et Sac à main, alors n'hésitez pas à me contacter, bien entendu, sur ma page perso LinkedIn Stéphanie Gériffaut ou sur les réseaux sociaux et le site web de ma page pro Digibat ou digibat.fr. Bon, je suis désolée, c'est un peu long, j'ai plein de choses à vous dire. J'adore les feedbacks, j'adore les retours, les conseils, alors n'hésitez pas. En tout cas, tout est bon pour moi pour progresser, donc n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Allez, je compte sur vous et à très vite. Merci.